Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai, format voyage au Japon. Et on enregistre tôt le matin aujourd'hui cette émission que j'ai le plaisir de partager avec toi Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Et je te vois déjà saliver d'avance et je te comprends puisque cette émission aujourd'hui sera dédiée au petit déjeuner au Japon. C'est un sujet qui peut-être ne paraît pas, mais pourtant c'est un sujet incontournable pour votre voyage puisque vous allez peut-être passer 15 jours ou 3 semaines au Japon, donc ça veut dire potentiellement 15 à une vingtaine de petits déjeuners sans doute. Et donc on espère vous en apprendre plus sur le petit déjeuner japonais. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître mieux et si ça ne vous convient pas, on vous donnera aussi quelques petits tips aussi pour vous adapter. Et Marjorie, on a évidemment une fiche sur Kanpai dédiée à ce petit déjeuner japonais. Oui, on a un article qu'on avait écrit il y a quelques temps, qu'on met à jour quand il y a besoin. Et du coup, il y a tout le détail de ce qu'on va dérouler ici au podcast. Vous le retrouverez par écrit sur Kanpai. Et toujours pareil, en guise d'introduction, en termes de vocabulaire, le petit déjeuner, il se dit choshoku en japonais, ou de manière beaucoup plus informelle, asagohan, qui signifie littéralement le riz du matin, puisque vous vous souvenez peut-être que gohan, c'est le riz. Parce que oui, le petit déjeuner, on va manger du riz dès le matin, et le midi et le soir sans doute. Le soir, voilà. Un peu toute la journée. Et puis sinon, vous allez avoir des restaurants avec des chaînes de fast-food par exemple ou des sortes de boulangeries, de cafés où on va pouvoir retrouver ce petit déjeuner sous un autre nom, comme on pourrait le résumer au menu du matin, soit en japonais tiré de l'anglais, Moningu Setto, qui peut être servi jusque vers 11h en général. Oui, ce sont les formules en fait que les restaurants, les cafés et autres chaînes de fast-food vont proposer le matin tôt jusque vers 11h. C'est un peu comme ce qu'on trouve à McDonald's chez nous, c'est un peu la même chose décliné en version japonaise. Et ce moment, ce repas du matin, il est aussi à l'image du déjeuner et du dîner, c'est-à-dire qu'il est composé d'une succession de petits plats, on va y revenir tout à l'heure, et on retrouve des aliments qui sont quasiment les mêmes, avec le riz, le poisson grillé par exemple, le natto, la soupe miso, ou encore le thé vert qui va nous accompagner dès le matin pour un petit déjeuner qui sera sain, varié, équilibré et qui est réputé pour être l'un des meilleurs petits déjeuners pour la santé au monde. Donc ça va changer de nos cornflakes et autres choses sucrées. On pourra vous conseiller pour la santé d'enlever peut-être la mayonnaise des salades parce que j'ai vu qu'il y avait quand même souvent des petits apports autres. Donc voilà, vous allez en savoir plus grâce au podcast. Et pour les Japonais qui commencent souvent tôt leur journée, ils ont pris l'habitude de manger suffisamment le matin, comme un plat en fait, on va dire, pour avoir le plein d'énergie et tenir bon jusqu'à midi. Oui, on est au pays du soleil levant, donc c'est vrai que si on mange à l'heure où le soleil se lève, on a quand même un peu d'attente jusqu'à midi. Et qui dit plein de petits plats variés et cuisinés, dit aussi du temps de préparation. Donc ça, ce sera à prendre en compte, notamment si vous êtes peut-être en Airbnb ou que vous avez un logement pour vous là-bas au Japon ou chez des amis ou autre. Oui, tout ce qui est petit déjeuner traditionnel, il faut prendre le temps de préparer effectivement et d'avoir les ingrédients à portée de main dès le matin. Donc ça demande un peu d'organisation si vous voulez le mettre en place. Après, c'est vrai que du coup, vous êtes dans quelque chose très bon pour la santé, très un peu slow tourisme où vous prenez le temps de manger, de regarder ce que vous allez manger, de déguster, et c'est vrai que c'est très intéressant. Ça ne sera pas pris sur le coin d'une table. Et puis vu que ça fait partie du voyage, c'est vrai que évidemment ce ne sera pas comme le petit-déj à la maison avec du pain et du beurre, mais on conseille que d'essayer, parce que même si on se dit comme ça, passer 15 jours à manger du poisson le matin, c'est pas mon truc, on peut vite être surpris justement de la façon de faire, de la façon de servir, et puis même le visuel, les textures, etc. On y reviendra, c'est très différent. Nous ici à Kanpai, on vous assure que c'est très bien. Là, on aimerait bien avoir le petit déj japonais en face de nous par exemple. Exactement. En plus, comme on n'est pas chez soi, en fait, le rythme change et on peut s'habituer à manger des choses qu'on ne ferait pas chez nous tous les matins. Parce que là, on a le temps et qu'on se lève peut-être des fois un peu plus tard ou un peu plus tôt si on est en décalage horaire. Et puis, du coup, ça permet vraiment de se mettre dans l'ambiance et c'est très, très bien. Et au sommaire de ce podcast, pour ce mois de novembre, le petit déjeuner japonais traditionnel en première partie, puis on verra quand même une version sucrée et donc plus rapide aussi et plus commune peut-être avec les produits japonais néanmoins, et en troisième partie, où prendre un petit déjeuner au Japon, notamment pour savoir à peu près quand dans la matinée le prendre et dans quel type de lieu on peut les trouver, parce que c'est pas forcément très intuitif non plus. Moi au début par exemple, j'ai un peu galéré à trouver les petits déj que je souhaitais. Donc première partie Marjorie, le petit déjeuner japonais traditionnel.
Oui, Charlie. Donc la recette authentique, elle se compose de plusieurs éléments nutritifs de base que sont les glucides, les sucres lents, des protéines également pour donner un peu de peps pour la journée, des vitamines et aussi beaucoup d'eau puisqu'on s'hydrate après avoir passé la nuit tranquillement allongé. Donc le petit déjeuner japonais traditionnel, il respecte l'art de la cuisine dite kaiseki, c'est-à-dire les nombreux mets qui sont servis dans différents petits récipients. Donc c'est aussi joli visuellement que dans la bouche. Et chaque portion se montre relativement petite pour pas qu'on se sente écœuré, qu'on ait trop mangé de choses et que du coup on ait le ventre lourd. L'idée c'est quand même de manger suffisamment, mais pas au point d'avoir envie de se recoucher. Et du coup on mange diversifié et en petite quantité à chaque fois. C'est plutôt un petit déjeuner qui est salé et qui joue aussi sur les saveurs et les textures des aliments comme on fait souvent au Japon. Donc on aura des choses moelleuses, des choses craquantes, des choses crues, etc. en fonction des régions, des saisons et des habitudes de chacun. Du coup, la composition exacte du petit déjeuner traditionnel, elle change en fonction des régions du Japon et en fonction des maisons. Mais toutes les versions respectent un peu le principe de une soupe et 3 plats. Donc là-bas, il n'y a pas de conflit sur le pain au chocolat ou la chocolatine, évidemment. Non. D'ailleurs, je crois qu'ils utilisent plus le mot pain au chocolat. Ça fait plus français pour chocolatine, c'est encore un peu trop précis. Tu vas voir que ça va être le podcast sur lequel on aura le plus de commentaires, Marjorie. Oui, c'est vrai. Mais après, en plus, les viennoiseries au Japon, elles évoluent tellement tout le temps en fonction des modes. Et ils en importent aussi. Pendant un temps, c'était le maritozzo italien qui faisait fureur au Japon. Donc ça se trouve, un jour, la chocolatine fera fureur au Japon dans une autre version, une version remasterisée. Moi, j'avais trouvé une boulangerie d'un Français qui faisait des chocolatines, justement, pain au chocolat, etc., au matcha, et ça avait l'air de bien fonctionner. Franchement, si c'est bien fait, ça peut vraiment être très, très bon. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, on va retrouver, si on en revient à nos moutons, on va retrouver le bol de riz japonais, donc du riz blanc cuit, gohan, qui sera servi souvent nature au petit déjeuner et on peut très bien l'accommoder avec un œuf cru ou alors saupoudré de furikake, quelque chose que j'adore, de l'algue nori qui se verse dessus comme on mettrait du sel ou du poivre. Oui. Surtout que le furikake, c'est un mélange d'algues nori et d'autres épices ou condiments. Donc ça peut être du sel, des graines de sésame et d'autres petites choses en fonction de la recette qu'on aura choisie. Et j'adore celui au wasabi, par exemple. Oui, ça réveille le matin. Ouais. Donc pour une version baptisée Tamago Kake Gohan, ou encore vous pourrez retrouver à la place de ce riz ou en supplément l'accompagnement du natto, cette fameuse graine de soja fermentée excellente pour la santé mais peut-être pas pour nos papilles, qui va être riche en protéines végétales et à la texture et au goût très particulier pour nous les occidentaux et les jeunes japonais encore en prennent au petit-déj, on en voit assez régulièrement. Vous pourrez bien lire aussi, par exemple, vos onigiri dans les 7-Eleven, n'a pas à faire attention à ce qu'il n'y ait pas de natto à l'intérieur. Les moins chers sont souvent au natto, faites attention. Donc, c'est pas que vous n'aimez pas l'onigiri, peut-être, c'est surtout peut-être le natto qui est particulier. C'est particulier. Après, c'est vrai que le petit déjeuner, c'est vraiment un moment idéal pour essayer de goûter au natto et essayer de vous y faire. Parce que il y en a qui disent que c'est un peu le goût de nos fromages français, un peu fort. Donc si vous aimez manger du fromage le matin en France ou ailleurs, peut-être que vous aimerez le natto également au Japon. Après, c'est très très bon pour bien vous caler l'estomac et vous donner beaucoup d'énergie si vous faites des journées d'excursion ou si vous partez faire une petite randonnée, par exemple. Et en termes de protéines, vous allez pouvoir la retrouver avec le poisson, l'œuf ou la viande, avec principalement, par exemple, l'omelette aux œufs tamagoyaki, omelette donc roulée, assaisonnée avec du dashi et du sucre la plupart du temps. Donc c'est une petite omelette que vous allez retrouver sous forme de rouleaux, on va dire, comme des multi-crêpes ou des multi-omelettes roulées les unes sur les autres. Oui, c'est un millefeuille d'œuf, un millefeuille d'omelette. C'est très délicat, c'est un goût légèrement sucré par rapport à notre omelette chez nous. C'est très doux en bouche. Ouais, elle peut être un peu fluffy aussi même parfois, selon comment elle est préparée. Et on retrouve aussi le poisson grillé qui sera plus souvent du saumon, du maquereau ou alors le poisson d'eau douce ayu au sein d'une salade de crudité aussi parfois avec du thon cuit, on peut retrouver du poisson. Oui, voilà, c'est un peu... soit vous avez un petit poisson grillé. C'est vrai que le saumon, ils ont tendance à le manger le matin grillé. Moins en sushi comme nous on fait. Il y en a, mais il y en a moins souvent.
Et après, voilà, ils aiment bien les petites salades de thon cuit, pardon, crudité. Et c'est là où il y a de la mayonnaise. Oui, voilà, c'est celle-ci. Ça m'a toujours fait rire de voir de la mayonnaise au petit déjeuner, moi. Et on peut également retrouver de la viande telle que le poulet frit, karaage, ou des petites saucisses de porc, mais ces plats ils sont plus gras, un peu moins diététiques, et ça ressemble aussi plus peut-être au petit déjeuner à l'anglaise, on y reviendra tout à l'heure. Oui, et certains aussi mangent parfois quelques restes du repas de la veille, sous forme voilà, de petites portions. On va prendre un bol de riz blanc et on va l'accompagner avec des restes de la veille. Et si vous êtes à la recherche de vos vitamines, les légumes en condiments seront là pour vous, avec le tsukemono par exemple, qui va se consommer à tous les repas, dont au petit déjeuner. Vous allez pouvoir retrouver donc ces marinades ou ces fermentations de légumes. Et pour ce faire, vous allez retrouver souvent du radis blanc, daikon, ou du concombre, des racines de lotus, de la prune qui se nomme ume en japonais, ou le chou, ou du gingembre encore pour cette partie-là. Oui, ça sera vraiment comme on dit en anglais, des side dish. C'est vraiment des petites choses à côté de l'accompagnement. Vous aurez quelques petits morceaux de tsukemono. Vous n'aurez pas une énorme assiette. C'est vraiment voilà, pour ajouter un petit peu de saveur un peu aigre-douce, un peu piquante dans votre repas. Oui, ça ajoute de la texture, de la couleur aussi. Et c'est ça qui donne aussi le côté un peu coloré des petits déj, sinon qui sont un petit peu blancs, on va dire, au Japon. C'est ça. Ça sera croquant aussi en bouche. Et sinon, on peut aussi retrouver des légumes de saison frais qui sont sous forme de salade, un peu comme ce qu'on disait sur la salade de crudité thon cuit. Ça peut ça peut se mélanger à ce moment-là également. Ensuite, si vous voulez apporter donc un peu d'hydratation à votre petit déjeuner, on va du coup passer sur la soupe miso. Donc c'est vrai qu'un bol de soupe miso le matin, ça passe très très bien. C'est léger, c'est riche en nutriments, c'est souvent peu salé et ça désaltère l'été et réchauffe en hiver. Donc elle est très bien. Souvent en plus on peut mettre classiquement des petits dés de tofu, de l'algue wakame, voire aussi du mochi. Ça c'est pour une version encore plus japonaise on va dire. Mais voilà, ça passe très bien le petit déjeuner si vous aimez pas trop manger. Ça se boit rapidement. Et après, pour accompagner le tout, on a la tasse de thé vert classique qui est traditionnellement servie au petit déjeuner. Donc souvent c'est du thé vert sencha, très basique, ou alors vous pouvez aussi boire du matcha, ça c'est si vous préférez. Donc c'est réputé pour ses nombreux bénéfices sur la santé, le thé vert notamment les propriétés antioxydantes, et c'est très bien pour se réhydrater après une nuit de sommeil. Maintenant, de plus en plus, on peut remplacer le thé par du café ou un verre de jus d'orange ou un autre type de thé si vous préférez du thé rouge ou du thé noir. Souvent, vous aurez le choix, surtout dans les hébergements qui proposent le petit déjeuner, vous aurez le choix entre plusieurs boissons le matin. Donc ça, on vient de vous donner donc la recette, on va dire, traditionnelle du petit déjeuner. Donc ce qu'on va retrouver dans les hébergements les plus traditionnels ou si vous voulez vraiment faire un petit déjeuner japonais de base. Sachez que tout ça, ce qu'on vous dit, il n'y a rien d'écrit dans le marbre, que les modes évoluent et que chacun s'adapte aussi à ce qu'il a envie de manger. Donc, on retrouve aussi des Japonais qui aiment parfois des petits déjeuners un peu plus salés à l'anglaise. Donc, c'est ce que tu disais, à base de bacon, d'œufs, de toast, de pain également. Donc, c'est un peu plus gras, un peu plus lourd à digérer, mais on en trouve aussi souvent au Japon. L'avocat est également à la mode au Japon, comme partout ailleurs, pour tout ce qui est petit déjeuner healthy, on va dire, bon pour la santé. Et puis si on va un peu dans les combini, vous pouvez trouver les fameux onigiri qui ont la cote aussi pour manger du riz en très peu de temps si on n'a pas le temps de préparer son bol de riz. Il y a de fortes chances que de toute façon le onigiri il vous accompagne aussi pour vos excursions, dans le sac à dos, etc. Puisque il est très pratique et souvent très bon. Oui, puis ça vous permet de manger quelque chose qui va vous tenir au corps rapidement et de ne pas vous sentir trop lourd. Et puis ceux qui ont très très faim peuvent carrément manger un plat de déjeuner ou de dîner dès le matin, notamment un bol de riz garni donburi ou un bol de nouilles de udon et de soba, des fois ça peut exister, ou des sushis le matin. Et pour ça, on vous recommande d'aller typiquement à Tsukiji, au marché extérieur de Tsukiji, qui sert du coup des sushis très frais dès le matin jusque vers 11h. Voilà ce qu'on pouvait vous dire du petit déjeuner traditionnel japonais. Et si vous voulez un peu plus d'illustrations, on vous invite évidemment à aller sur notre site kanpai.fr sur l'article du petit déjeuner. Là, on a plusieurs photos de différents petits déj. Vous allez voir, c'est très très bien présenté. Et vous allez pouvoir retrouver aussi sur cet article des illustrations pour notre partie 2 qui est la version sucrée et donc plus rapide du petit déjeuner japonais.
Donc les étudiants souvent et les jeunes travailleurs des grandes villes qui ont un important temps de trajet, par exemple chaque matin pour se rendre au lieu de travail, ils vont consacrer assez peu de temps au petit-déj puisque, comme vous l'avez compris, ça demande du temps de préparation. Même si on fait avec des restes de la veille, il faut peut-être faire réchauffer, réaménager, etc. son plat. Donc ils vont manger de façon plus rapide, à l'extérieur souvent à emporter, depuis des combini, des chaînes de café ou des fast-food. Donc ça va être une version plus sucrée avec par exemple le pain japonais baptisé shokupan, qui est une version de pain légèrement brioché, une sorte de pain au lait on va dire, ou de pain de mie moelleux, et qui va rester léger en bouche, qui peut être consommé tranché en toast, tartiné avec du beurre, du fromage frais, de la confiture ou autre. Oui, et c'est l'exemple parfait du goût qu'on recherche, la fois. Moelleux, c'est moelleux et léger comme un nuage. Et bien, vous le retrouverez dans ce pain-là. Et moins léger et plus traditionnel du côté occidental, des céréales avec du lait, du yaourt, des fruits frais, ou alors aussi des donuts avec pancakes et autres pâtisseries qui sont à la cote au Japon aussi. Oui, ça tourne beaucoup. En fait, chaque année, vous aurez des nouvelles viennoiseries ou des pâtisseries qui vont être à la mode et qui vont être proposées ou alors assaisonnées en fonction de la saison. Donc là, en ce moment, pour Halloween et pour Noël et puis pour après le printemps, etc. Donc au Sakura, par exemple, on peut trouver plein de petites choses. Nous, en tant que touristes, ça peut être aussi intéressant de goûter à tout ce genre de choses qu'on ne retrouvera pas après au retour et qui nous permet d'être dans l'ambiance du voyage également. Oui, si vous n'en goûtez pas de toute façon au petit déjeuner, pareil, comme les onigiri, ce sera peut-être des choses que vous allez expérimenter dans la journée. Souvent, vous les retrouvez très très facilement au 7-Eleven, etc. Vous ne manquerez pas d'idées, ça c'est sûr. Après, il faut savoir que c'est un petit déjeuner qui sera plus riche en graisse et en sucre et donc aussi moins bon pour la santé, peut-être moins utile énergétiquement. Mais peut-être en termes de goût, ça vous ira. Sachant que vous allez être surpris de voir des produits qui pourraient se ressembler entre ce que vous connaissez et au Japon et ça n'a pas du tout le même goût. Oui, notamment les yaourts, ils sont souvent sucrés, beaucoup plus sucrés que chez nous, même les yaourts que vous achetez non sucrés. Oui, alors ce sera des sucres plutôt rapides pour tout ce qui est version petit déjeuner sucré, donc un peu moins bon pour la santé, on va dire. Mais ça peut aussi être très bien de temps en temps d'alterner traditionnel salé et puis version un peu plus sucrée. Oui, parce que le petit déj traditionnel japonais, il est vraiment top, je dirais même incroyable, mais peut-être au bout de 7-8 jours, vous allez en avoir un peu marre. Oui. Donc voilà, varier les plaisirs, est-ce qu'on peut vous recommander pour, je crois, Marjorie, cette partie 2 qui était la plus courte de tous nos podcasts Kampai. Oui, voilà, c'était une partie courte. Le mieux, c'est d'aller sur place et de regarder tout ce qu'on vous propose à la carte et de goûter tout ce que vous avez envie de goûter. Et d'ailleurs, si vous trouvez des choses sympas en salé ou en sucré, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre Instagram, par exemple, Twitter ou sur les personnes qui sont abonnées à la newsletter. N'hésitez pas à nous envoyer des informations, ce serait cool. Ouais, ou quel est votre petit déjeuner préféré quand vous êtes allé au Japon ? On peut enchaîner avec notre troisième et dernière partie qui est où prendre le petit déjeuner au Japon, parce qu'évidemment on en parle mais il faut réussir à le trouver. Quand on est touriste, on a le choix entre le prendre donc à son hébergement ou à l'extérieur. Pour ça, il faut avoir quelques adresses et savoir peut-être en amont aussi si le petit déjeuner est inclus dans votre hébergement et quel type de petit déjeuner c'est aussi. Donc pour la version la plus authentique, le mieux de toute façon c'est de dormir une nuit dans un logement traditionnel japonais, ce dont on parle régulièrement ici à Kampai avec les auberges ryokan par exemple ou dans les minchuku. Donc oui Charlie, les minchuku, donc c'est des hébergements qui sont un peu moins haut de gamme que les ryokan, on en avait parlé dans le podcast sur l'hébergement. Donc dans le ryokan, vous aurez un petit déjeuner vraiment assez raffiné, digne d'un restaurant, avec vraiment de la vaisselle un peu luxueuse, en tout cas très adaptée, et puis des plats vraiment recherchés et de saison. Dans un minchuku, vous aurez aussi des petits déjeuners traditionnels, mais on va dire qui se rapprochent un peu plus de la cuisine de tous les jours qu'on peut avoir dans les familles qui ont encore des habitudes assez traditionnelles. Donc ça sera un peu plus simple, mais franchement très très bon aussi. Et donc je vous conseille les deux adresses si vous voulez vraiment manger un petit déjeuner salé. Évidemment, on va retrouver les hôtels occidentaux qui vont proposer des formules de buffet
à volonté le matin. Donc là, on va trouver de tout, hein, que ce soit pour un petit déjeuner version anglaise, version plutôt occidentale de façon générale, donc sucrée et rapide, ou alors salé à la japonaise. Donc vous allez avoir le choix et vous allez pouvoir concocter vous-même votre repas du matin. Oui, on a beaucoup de fiches Kanpai qui concernent les hôtels où on a pris en photo les petits déjeuners qu'on prenait et vous verrez, vous pouvez vraiment adapter votre petit déjeuner à tout ce que vous voulez, un jour salé, le lendemain sucré. Vous avez aussi des plats des fois un peu plus cuisine asiatique et chinoise également. Donc vous avez vraiment un choix qui est assez important. Après, souvent, ça coûte quand même un certain prix de prendre le petit déjeuner le matin. Donc, à vous de voir en fonction aussi de votre budget. Mais si vous choisissez l'option de petit déjeuner, allez-y à fond, mangez. Ouais. Mangez, vous aurez de quoi faire. Et puis, comme ça, vous serez prêt pour votre journée de visite. Et mine de rien, cette option-là, ça peut aussi déterminer le choix de l'hôtel. Si vous hésitez entre deux, n'hésitez pas à prendre celui qui semble proposer les meilleurs petits déjeuners. Ça peut être un confort en plus pour votre séjour. Oui, en tout cas pour tous ceux qui aiment manger le matin. Ceux qui ne mangent pas le matin, ne prenez pas cette formule-là. Et puis on va y venir, mais c'est vrai que si vous mangez le petit déjeuner à l'extérieur, eh bien il faut savoir qu'en termes d'horaire d'ouverture, parfois sont assez tardives, hein, jusqu'à 11h pour commencer certains services. Donc si vous êtes des lève-tôt, eh bien vous n'allez peut-être pas trouver le petit déjeuner de vos rêves facilement, sauf si vous allez plutôt du côté de certaines chaînes. Oui, les chaînes de restaurants familiales de type Famiresu, là, qu'on a déjà présenté, par exemple Gasuto ou Royal Host, eux, ils ouvrent en fait dès 6-7 heures du matin et ils proposent donc les fameux Morning Setto avec à la carte soit des petits déjeuners typiques japonais salés, soit des petits déjeuners sucrés avec des toasts ou des pancakes, donc vous avez le choix. Et ça vous permet de manger à un prix aussi tout à fait accessible parce que ce sont des restaurants qui sont économiques. Donc c'est très important si vous ne voulez pas mettre un budget trop grand dans votre petit déjeuner. Donc comptez en moyenne entre 600 yens et 2000 yens pour un menu complet le matin. Donc ça, c'est une adresse qu'on vous donne parce qu'elle est facile à aller, facile à trouver dans les grandes villes, etc. Et puis après, sinon, vous avez toujours les chaînes de café que l'on connaît tous, comme Starbucks, Tully's Coffee au Japon ou Dotor, des boulangeries aussi qui seront ouvertes le matin assez tôt. Et là, vous aurez plus, par contre, le choix que entre du sucré, donc souvent un café ou une version boisson caféinée, on va dire, assez élaborée ou riche aussi en autres saveurs, et puis avec des pâtisseries sucrées ou des parts de tarte ou de gâteaux, etc. Ça, vous pouvez aussi très bien le trouver facilement au Japon. Oui, donc si le petit déjeuner c'est un moment important pour vous, on vous conseille justement de checker aussi les horaires d'ouverture parce que des fois on peut avoir des surprises ou alors il faut faire pas mal de temps de trajet selon là où est votre hébergement. Donc là les adresses que vous a donné Marjorie, elles sont vraiment bien et comme ça vous pouvez avoir et du sucré, du salé, etc. Donc c'est vraiment pratique. Oui, il faut un peu regarder autour de là où vous êtes pour dormir, quelles sont les adresses qui ouvrent tôt le matin. Et puis si vous faites partie des voyageurs qui sont locataires d'appartements ou de maisons privatives pendant votre séjour, vous pouvez cuisiner et manger à domicile ou alors aller vous servir dans les supérettes combinées dont on parle régulièrement, notamment les petits supermarchés aussi, Supa, qui vont proposer des plats tout faits que vous pouvez prendre dès le matin. Donc ça c'est vraiment l'idéal aussi. C'est peut-être des fois un peu plus sucré que d'habitude, où on va dire que c'est un peu plus industrialisé de toute façon, oui. Mais ça restera quand même largement dans la gamme de nos traiteurs à nous, quasiment, quoi. Oui. Soit vous prenez le rayon traiteur qui est tout prêt, ou alors vous achetez aux ingrédients la veille, et puis vous faites votre petit déjeuner le matin. Après, ça peut être aussi une bonne habitude à apprendre sur des journées où vous avez le temps, de prendre du temps pour manger le petit déjeuner. Et puis en plus de ça, vous pouvez aussi récupérer quelques idées quand vous allez prendre des petits déjeuners pour vous après votre quotidien en France. C'est des choses qu'on peut faire aussi. La façon de préparer une soupe, le riz, le miso, etc. C'est toujours chouette à prendre comme info. Oui, parce qu'au final, manger du riz le matin, c'est très très bon pour la santé. Oui. Et puis que maintenant, on a nos cuiseurs à riz aussi qui sont faciles à utiliser. On peut très bien mettre le riz à chauffer en avance. Et comme ça, il est prêt le matin en même temps que le café, par exemple.
en conclusion de ce podcast Marjorie, quand on est de passage sur l'archipel, on recommande évidemment de prendre le temps de goûter un petit déjeuner authentique japonais qui est une délicieuse façon de s'imprégner de la culture nippone, de sa façon de faire et de découvrir du coup un mode alimentaire, même comme on le disait, en termes de visuel, de texture, de saveur, tout change. Donc ça fait vraiment partie du voyage et si vous pensiez ne pas être prêt à manger du riz ou du poisson dès le matin, et bien peut-être que vous allez être surpris et surprise. Oui, laissez-vous quelques jours d'acclimatation et puis mettez-vous au poisson le matin. Après, c'est vrai que ça reste un goût des fois un peu fort, hein, donc chacun fait comme il peut. Et comme on le dit, voilà, c'est pas dire que ce sera tous les matins comme ça, vous pouvez le tester à différents endroits aussi, puisque il y a des façons de faire ou dans les régions, comme tu disais, qui proposent des choses différentes, comme chez nous, en fait, ça va être un peu différent aussi d'une région à l'autre. Oui, vous pouvez aussi même avoir des fois une sorte de petite fondue dès le matin, un petit truc chaud dans les ryokan, ils vont vous faire chauffer quelque chose, ce sera très doux, ça vous permettra de vous réveiller en douceur. Après, c'est vrai qu'il faut faire l'effort de changer un petit peu ses habitudes alimentaires pour aller vers quelque chose qui, au départ, peut être un peu, pas trop ragoûtant pour nous, mais en fait, c'est assez bon, quoi. Et puis voilà, rien que visuellement déjà, on a l'impression d'ouvrir des petits cadeaux presque. C'est ça, c'est le calendrier de l'Avent tous les matins. En tous les cas, Marjorie, on se retrouve pour une prochaine émission le mois prochain et on vous remercie évidemment chaleureusement pour votre suivi sur les réseaux sociaux, sur nos plateformes de podcast et puis on vous remercie, on vous demande comme toujours, hein, si vous pouvez, de nous laisser un maximum d'étoiles en notation sur les podcasts, c'est ce qui fera notre pub. On vous renvoie également vers les tomes 1, 2, 3, 4 et bientôt 5 de nos livres Kanpai qui vont vous aider à construire votre voyage au Japon. Et le dernier sorti au mois de novembre, c'est un tome sur Kyoto qui consacre plusieurs centaines de pages et de photos, d'illustrations de nos équipes et de cartes sur cette ville-là. Donc on avait fait Tokyo l'année dernière et là cette année on revient avec Kyoto. Oui, c'est assez logique. Oui. Et en même temps, c'est une belle ville pour faire un petit déjeuner traditionnel. Oui, là par contre, on y est. Voilà, dans les temples, etc. D'ailleurs, on n'en a pas forcément parlé dans ce podcast, mais vous avez aussi les petits déjeuners traditionnels dans les temples, qui sont donc végétariens. Et puis, vous avez d'autres formes de petits déjeuners très régionalisés ou très typiques qu'on peut retrouver dans certains lieux. Donc, n'hésitez pas, si vous faites ce genre de déplacement, d'aller jusqu'au bout de l'expérience. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très bientôt. Merci encore Marjorie pour le temps accordé à cette émission. Merci Charlie. Et bon petit déjeuner à tout le monde. Au revoir. Oui. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.